donc Laurent Chaudorge qui nous accompagne en plateau également à la mi-journée dans Smart Bourse, je le rappelle, gérant chez BDL Capital Management. Bonjour, rebonjour Laurent, bienvenue. C'est 1,7 milliard d'encours, c'est ça C'est ça, 1,7 milliard d'euros d'actifs sous gestion. D'accord. C'est une société qui a démarré il y a 15 ans et qui n'investit que dans les actions européennes cotées. Parfait, parlons de l'Europe. Le grand thème global, c'est le thème de la reflation, Laurent. La genèse de la reflation se situe évidemment aux États-Unis, mais on voit que l'ensemble des marchés, l'Europe y compris avec des taux qui remontent, est porté par ce thème de la reflation. Est-ce que c'est une tendance durable pour l'investisseur ? Vous semblez le croire, Laurent. Pourquoi ? Oui, nous on estime que c'est une tendance structurelle dans le sens où pour nous c'est la seule solution qu'ont les gouvernements pour essayer de pallier à l'endettement qui devient de plus en plus important. Et on pense que ce qui est en train de se passer a déjà eu lieu finalement comme méthode, et c'était au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, où les États-Unis avaient un ratio d'endettement sur PIB qui avait fortement monté, jusqu'à peu près 120%, qui est d'ailleurs le niveau de la France aujourd'hui. Et ils ont réussi à le faire baisser assez rapidement sur les 6 années qui suivent à 76%, en faisant deux choses: en contrôlant la courbe des taux et en faisant beaucoup de déficit budgétaire. Et c'est finalement exactement les deux mesures qui sont prises aujourd'hui. Donc on pense que c'est effectivement un thème qui va être structurel. Oui, donc c'est l'ère de la désinflation, vous dites, c'est refermé. Et maintenant, c'est une ère reflationniste, ou en tout cas, une période pendant laquelle les banques centrales, on n'a pas de doute, enfin, à ce stade en tout cas, mais les gouvernements également feront tout ce qui est possible pour réveiller, justement, remettre en ébullition les économies. Exactement, c'est exactement notre avis. On pense qu'en fait, on sort d'une période d'une quinzaine d'années en Europe où vous aviez des taux qui baissaient, certes, ce qui aidait, mais à côté, une austérité budgétaire qui venait des critères de Maastricht et une volonté de vraiment respecter les budgets, etc. Et donc cette austérité budgétaire compensait l'effet positif des taux d'intérêt. Et aujourd'hui, et ça date de l'été dernier, en 2020, quand les gouvernements avec des bonnes finances comme l'Allemagne ont commencé à dire « mettons en commun » qui était la première fois, nos finances pour aider les pays les plus en difficulté, et allons dans la relance budgétaire. Donc on rentre dans une ère où les taux vont rester bas, les banquiers centraux nous le disent quasiment chaque jour, et en revanche, on va faire des déficits budgétaires sans précédent en temps de paix. Et oui, vous n'imaginez pas qu'il n'y aura pas de retour en arrière. C'est-à-dire que les gouvernements qui se sont engagés sur la voie des déficits ne reviendront pas brutalement, en tout cas, sur la direction qu'ils ont prise en matière de finances publiques. Alors, on ne pense pas, notamment parce qu'il y a un exemple de ce genre de stratégie qui n'a pas fonctionné de faire des allers-retours, c'est notamment au Japon, où les taux sont restés bas, et vous avez eu des phases de relance budgétaire, mais qui finalement, au bout de 18 mois, s'arrêtaient, et finalement, l'économie japonaise n'a jamais réussi vraiment à sortir de cette problématique. Donc, on pense que, et notamment grâce au Green Deal, là, on est parti pour plusieurs années de déficit budgétaire pour essayer vraiment de relancer la machine. Oui, intéressant. Toujours l'exemple du Japon, effectivement, et essayons d'éviter justement les erreurs japonaises qui ont conduit à cette longue période de déflation au Japon. Comment est-ce qu'on profite de ces mouvements quand on est investi sur les actions européennes ? Ça veut dire déjà que ce qu'on observe, et Nicolas nous rappelait tous les records de marché ces derniers temps, tout ce qu'on a observé depuis l'annonce des vaccins le 9 novembre dernier, vous dites, c'est juste un bout du chemin qui a été fait. Oui, tout à fait. Alors nous, comme Nicolas, on pense qu'il y a des bulles dans le marché. La création monétaire engendre trop d'argent et certaines bulles. On en a cité quelques-unes. On pense qu'aussi il y a des bulles, par exemple, dans les énergies renouvelables. On a fait des travaux qui montrent que certains ETF représentent des volumes colossaux de certains titres et donc les portent artificiellement à la hausse. En revanche, on pense qu'on peut toujours gagner de l'argent de manière, on va dire, raisonnable, en investissant dans des sociétés qui restent leaders industriels et qui sont encore à des valorisations tout à fait attractives. Donc on n'a pas besoin d'aller prendre des risques inconsidérés sur des multiples qu'on n'a jamais vus historiquement, en espérant juste que la tendance va continuer. Si vous regardez notre fonds principal, depuis le plus bas, il a repris 70%, il est en hausse de presque 6% depuis le début de l'année, et en moyenne, dans notre portefeuille, on a des entreprises qui doivent être valorisées entre 10 et 15 fois les bénéfices. Donc ça reste tout à fait raisonnable.
quel type de secteur, quel type d'entreprise, là, sont pour vous les emblèmes d'un thème reflationniste dont l'Europe profiterait également, Laurent ? Donc nous, on est concentré avant tout sur des histoires spécifiques. On a des portefeuilles relativement concentrés entre 30 et 40 sociétés. On a bénéficié récemment, par exemple, de Stellantis, donc la fusion entre Peugeot et Fiat. On a bénéficié, par exemple, en étant actionnaire de Daimler, de l'annonce de la séparation des camions pour mieux valoriser cette partie-là. On a bénéficié cette semaine de l'annonce de Vivendi, de la séparation de son plus bel actif qui était la musique. On en parlait avant l'émission. Et puis ensuite, on a aussi une partie du portefeuille qui va être là pour profiter de la consommation discrétionnaire. On n'en a pas reparlé aujourd'hui, mais l'épargne, on le sait, est au plus haut. Donc on peut avoir des titres comme Fnac Darty, comme Kingfisher. On a vu les chiffres récemment du bricolage qui étaient excellents. On a quelques financières qui restent extrêmement bon marché, qui ont été délaissées pendant des années, qui devraient bénéficier de cette thématique de reflation. Vous avez peut-être vu aux États-Unis, les taux remontent. La pontification de la courbe est quasiment au plus haut depuis 5 ans. Donc les choses se mettent un petit peu en place au fur et à mesure pour que ces secteurs-là financiers commencent à peut-être gagner un petit peu plus d'argent qu'ils n'ont fait sur les 10 dernières années. Quand vous dites secteur financier, c'est des banques ou c'est autre chose que des banques ? Non, ça peut être un peu de banque, mais on a surtout BNP, qui en général, en période de crise, est celui qui arrive à se renforcer et consolider, et un peu d'assurance, puisqu'on l'a vu avec la pandémie, les risques ont augmenté, et donc la capacité des assureurs à augmenter leurs primes est importante en ce moment. Sur la notion de reflation, vous l'avez dit effectivement d'un mot, Laurent, on est convaincu que... on aura le meilleur des deux mondes, des taux qui vont rester bas et effectivement des injections et des stimulus budgétaires et monétaires sans précédent pour reflater les économies, pas juste les marchés mais les économies également. Qu'est-ce qui soutient votre confiance dans l'idée que les taux vont rester bas ? Parce que le phénomène qu'on observe jusqu'à présent, c'est quand même plutôt des taux qui remontent légèrement, alors ça va pas trop vite, pour l'instant ça semble être positif pour les marchés d'actifs risqués et pour les marchés actions. Est-ce qu'on peut extrapoler cette tendance avec la bonne température pour tout le monde, ou est-ce que forcément il faut se préparer à des à-coups de ce point de vue-là ? Alors, à notre sens, les taux vont rester relativement bas parce que déjà, c'est le message répété des banquiers centraux. Ils ont montré leur capacité jusqu'à maintenant à, on va dire, entre guillemets, piloter les taux d'intérêt. 2, effectivement, il y a énormément d'argent qui est mis dans le marché, énormément de création monétaire, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des forces déflationnistes qui ont fait qu'on n'a pas réussi à se sortir de cette problématique un peu de désinflation les dernières années. On peut citer le vieillissement de la population et donc le surcroît de taux d'épargne. On peut citer la digitalisation, donc les profits des Google et des GAFA sont finalement le miroir un petit peu de la déflation que la digitalisation cause. Donc il y a quand même des phénomènes qui vont dans l'autre sens. Et c'est pour ça qu'entre cette partie-là et le discours répété des banquiers centraux sur un contrôle de la courbe des taux, on estime que ça devrait aller progressivement et sans un à-coup trop brutal. Et si cette inflation et donc cette hausse des taux reflètent une reprise de l'économie, ça devrait être bien pris par les marchés. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les taux ne peuvent remonter que pour de bonnes raisons. Les banques centrales ne peuvent laisser remonter les taux que pour de bonnes raisons. Voilà, c'est l'idée. Ouais. Jusqu'où vous êtes prêt à aller effectivement dans l'idée du cycle ? Vous nous avez cité quelques exemples. Est-ce que sur la partie matières premières, là, visiblement l'idée d'un super cycle des matières premières fait son chemin ? Est-ce que c'est aussi un thème pour vous important quand on se focalise sur cette idée de reflation, de réouverture des économies ? Alors, aujourd'hui, on est actionnaire de Total. On est devenu récemment actionnaire de Total parce que leur stratégie sur la partie renouvelable et décarbonisation s'est renforcée. Et puis parce que, on le voit bien, le pétrole a fortement remonté et n'est pas du tout reflété dans les cours de bourse. Sur les matières premières en général, c'est pas un secteur qu'on connaît plus que ça, historiquement, et notre façon de faire, c'est de rester dans notre cercle de compétences. Donc, on regarde, on voit bien les choses qui se passent, on va regarder si on trouve des entreprises qui sont très exposées à cela, mais pour l'instant, ce n'est pas le cœur du portefeuille. Bon, est-ce qu'on peut imaginer que l'Europe connaisse une nouvelle phase de rattrapage ? Généralement, c'est des phases assez courtes, rapides, mais potentiellement intenses. Est-ce que c'est encore une histoire possible devant nous ? Alors, vous êtes investi sur les actions européennes, donc j'allais dire, voilà, c'est votre univers d'investissement, mais quand vous regardez le monde dans son ensemble, est-ce qu'il y a justement l'idée qu'à un moment, l'Europe va pouvoir rattraper une partie de son retard en termes de valorisation ?
Si vous regardez les 20 dernières années, sur les 10 premières de 2000 à 2010, la croissance finalement entre l'Europe et les États-Unis n'était pas si différente. Et c'est vraiment les années 2010-2020 où la croissance de l'Europe a été à peu près 45% inférieure à celle des États-Unis. Et donc, cette idée qu'on change de paradigme et qu'on actionne maintenant aussi la relance budgétaire, qui était quelque chose qu'avaient fait déjà les États-Unis, à mon avis, ça peut donner des billes à l'Europe à un moment où ses bénéfices sont au plus bas. Et effectivement, sa décote de valorisation est aussi au plus bas. Bon, donc il y a un bull case sur l'Europe. Il y a un bull case possible sur l'Europe. On pense que ces phénomènes sont structurels. Le Green Deal va aider beaucoup. L'Europe est le continent le plus avancé sur cette thématique-là. Et donc, on est au bon endroit. Merci beaucoup Laurent. Merci d'avoir été avec nous dans Smart Bourse. Les invités de la mi-journée, Laurent Schauder, gérant chez BDL Capital Management, et Nicolas Chéron, je le rappelle, stratégiste chez Zone Bourse. On se retrouve ce soir à 18h30 en direct sur Bismart.